Bienvenue sur Objectif Reconversion, produit par Studio 29. Ici, j'accueille des personnes inspirantes avec des parcours uniques. Mon but dans ce podcast est de les mettre en lumière pour vous motiver, vous inspirer et surtout vous aider à sauter le pas. Bon épisode et bonne écoute. Merci à toi Oriana de venir aujourd'hui pour l'épisode Objectif Reconversion. Merci. Avec plaisir. Avant de démarrer cet épisode, j'aimerais te poser une question. Comment tu définirais ton parcours en un seul mot ? Atypique. C'est fou, il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est le premier qui m'est vu. Après, je pourrais dire aussi amusant. Amusant aussi, ce serait pas mal. Parce que j'ai fait tout et n'importe quoi, en fait. J'ai des métiers qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Ah ouais ? J'ai fait plusieurs choses qui n'ont aucun lien. Donc, c'est plutôt marrant, on va dire, quand on parle de mon expérience. Et atypique, parce qu'en effet, j'ai des parcours complètement incohérents, en fait. Dans ma recherche. Justement, avant de rebondir sur ton parcours professionnel, t'étais quel genre de petite fille ? Alors, j'étais une petite fille assez timide, très timide pour parler. Par contre, j'ai fait de la danse pendant plus de 25 ans, donc sur la scène, j'adorais ça. Mais alors, pour parler, j'étais une enfant très timide. Moi, les dictées, les poésies, c'était une horreur. C'était une catastrophe quand il fallait m'interroger au tableau. Donc, j'étais très, très timide. Ce qui est complètement bizarre, vu qu'aujourd'hui, je suis au devant d'un écran sur les réseaux. Donc, c'est un peu bizarre, ce parcours. Quelles études t'as pu faire pour arriver là ? Alors, j'aimais pas l'école. Déjà, il faut le savoir. L'école ne m'aimait pas non plus, finalement. Donc, je me suis beaucoup cherchée. Je ne savais pas du tout où je voulais aller. Je faisais de la danse, donc moi je voulais être danseuse professionnelle. J'ai bien vite compris que ça serait pas possible avec ma taille et mon niveau de danse. Tu faisais quoi comme danse ? La danse moderne jazz. Je fais un peu de classique, mais j'ai été virée du classique. J'étais trop perturbée. Je perturbais un peu trop le cours. Donc j'ai changé, j'ai adoré ça. Mais voilà, donc j'étais vraiment dans une période où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Alors si, comme toutes les petites filles, j'ai voulu faire vétérinaire. Mon père tenait une animalerie, donc j'ai vécu avec tous les nacs, avec les hamsters, les cochons d'Inde, les lapins. Ah ouais. Donc j'en ai eu beaucoup à la maison, donc je m'étais dit je vais faire vétérinaire. Bon, j'ai bien vite compris avec l'école, je pourrais pas être vétérinaire. Trop d'études. Trop d'études, beaucoup trop d'études. Et du coup, j'ai été faire un BEP sanitaire et social. Donc j'ai 43 ans, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est peut-être que ça date. Pour travailler soit aide à la personne, soit en petite enfance, ces choses-là. Pourquoi j'étais là-dedans, je sais pas trop, en fait, honnêtement. Je crois qu'on m'a mis là-dedans parce que c'était le plus facile et qu'on voulait me faire redoubler ma troisième pour aller en bac général. J'aurais dit, mais c'est mort, enfin, j'y arriverai pas. Enfin, j'aime pas ça, je vais pas travailler, donc autant me mettre dans une autre filière. Donc j'ai fait ce BEP-là. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire assistante vétérinaire, vu que je peux pas faire vétérinaire. Donc, j'ai passé un bac, encore là, un bac qui n'a rien à voir, un bac sciences médico-sociales, où tu peux ensuite faire des études pour faire infirmière ou ces choses-là. Donc, j'ai passé mon bac et je suis passée en école d'assistante vétérinaire, où il fallait un bac, en fait, pour rentrer, tout simplement. C'était 2 ans d'études. Je me suis éclatée. Je travaillais avec les animaux, c'était en alternance. Donc, voilà, je voyais les petits chiens, les petits chats, c'était génial. Et je me suis vite rendu compte que j'allais pas gagner ma vie avec ce métier. En fait, j'ai vu les horaires, même si j'étais en alternance, on ne gagne pas énormément. Mais je me suis dit, voilà, c'est quoi ta vision ? Comment tu vas grandir là-dedans en travaillant le week-end, en gagnant que dalle ? Il n'y a pas d'évolution. C'est un métier qui n'est pas spécialement bien reconnu. Donc, pour faire des heures de dingue en plus. Et donc, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Je ne peux pas. Donc, j'ai arrêté ma formation. J'ai pas été au bout. Alors moi, quand je décide quelque chose et que c'est dans ma tête, ça ne me lâche pas. Et si je passe pas à l'action, ça va me travailler longtemps et je vais finir par tout procrastiner en fait parce que je vais laisser passer en fait. Donc je suis partie et là je me suis dit je fais quoi ? Parce que t'as pas grand chose. Et donc je suis partie avec mon bac faire secrétaire médicale. Tu vois, encore un truc qui a rien à voir. Dans les hôpitaux de Paris, à Boulogne, je suis devenue donc secrétaire médicale. Je tapais à 2 doigts. Donc je ne sais toujours pas comment on a fait pour m'embaucher. Je ne savais pas taper sur un ordinateur. Et là, on m'a dit, si tu veux rester à ce poste-là, c'est un CDD, vu que c'est les hôpitaux de Paris, c'est l'assistance publique, il faut passer un concours de titularisation pour être fonctionnaire. J'ai regardé les avantages des fonctionnaires, je dis, ouais, quand même pas mal, les charges, assurance de l'emploi, la crèche d'entreprise, en plus, génial, si j'ai des enfants. Donc, je me suis dit, allez, banco, je vais passer le concours. Bon, je l'ai passé 2 fois.
que j'y étais un peu comme ça. Je n'avais pas compris qu'il fallait travailler à ce moment-là. Et donc, j'ai fait 5 ans. J'ai eu mon fils. J'ai profité de la crèche de l'entreprise. J'aimais bien le métier quand même, hein. Mais c'est le milieu médical. C'est pas spécialement ce qui me plaisait le plus. Taper sur un ordinateur toute la journée. Et, voilà. En plus, j'ai été dans un service anatomie pathologique. Donc, on écrit en fait des comptes rendus de cancer. Donc, c'est pas spécialement gai. Ouais. Et pareil, au bout de 5-6 ans, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je fais autre chose. On m'a dit, ok, mais quoi? Parce que t'es fonctionnaire, t'es folle, tu vas pas partir, l'assurance de l'emploi. Enfin, fonctionnaire, c'est le bon plan, quoi, tu vois. Et ça, c'est surtout nos parents qui nous disent ça. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais ça me plaît pas. Enfin, je m'embête, j'en ai marre, j'ai pas envie de me lever le matin, ça me saoule. Je m'éclate pas, en fait, dans ce que je fais. Je vois pas de vision. Encore une fois, je voyais pas d'évolution de poste. Je voyais pas ce que je pouvais faire. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui, honnêtement, m'a pas beaucoup servi. Alors, peut-être que je suis pas tombée sur la bonne personne ou quoi. En fait, le bilan de compétences m'a dit, en gros, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Je dis, ça va m'aider. Ouais, non, c'est pas très clair. Ça se passe pas comme et on ça, m'a dit, peut-être dans le commerce, vous aimez bien parler aux gens. Je dis, alors moi, faire du commercial porte-à-porte, c'est même pas en rêve, en fait. Je suis quelqu'un de timide à la base. Donc, non, c'est pas du tout mon domaine. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pourquoi pas le commerce, mais dans une entreprise. Et à ce moment-là, j'avais 2 enfants en bas âge. Mon ex-mari, parce que je suis divorcée, mon ex-mari travaillait énormément. Et je me suis dit, il faut que je trouve une entreprise qui soit proche des écoles et proche de mon domicile pour pouvoir concilier vie pro et vie perso. Ce qui est très bizarre de choisir son entreprise en fonction de son habitat. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup, mais c'était vraiment mon objectif. Et donc, j'ai été embauchée dans une première entreprise. Et donc, c'était du commerce, on vendait des cartes cadeaux. Et donc, je rentrais pour être un petit peu assistante commerciale pour les TPE. Et en fait, j'ai fait 2 jours dans cette entreprise. Je suis partie au bout du 2e jour. C'était très, très rapide parce que moi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est l'esprit d'équipe. Et si je me sens pas bien, si je sens qu'il y a une sale ambiance, si je sens que c'est très bizarre, je vais pas du tout être bien dans ça, en fait. Et donc, j'y étais le premier jour. C'était très étrange. Le manager s'entendait pas avec ses collaborateurs. Enfin, c'était un peu la cata. Et je me suis dit, non, mais moi, je peux pas grandir là-dedans, en fait. Je connais rien au commerce. Je rentre, c'est une première expérience. Je peux pas rentrer là-dedans avec une ambiance pourrie. Les nanas me parlaient à peine. J'étais la nouvelle. Alors, au bout de 2 jours, on se dit, c'est normal. Mais je sentais qu'il y avait une ambiance. Et le soir, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas. Il y avait un séminaire qui était organisé. On devait aller à Clermont-Ferrand, je sais pas où. Je les ai appelés. Je dis, je viens pas. J'arrête. C'est pas possible. Je sens que l'ambiance n'est pas bonne et tout. Ok. T'avais pas peur de regretter à ce moment-là? Alors, bizarrement, je n'avais pas peur de regretter parce que je rebondis assez vite. Alors, bien sûr, ça fait peur. Mais je me suis dit, j'avais eu d'autres opportunités, en fait. J'avais eu d'autres personnes qui m'avaient contactée. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pris celle-là. Je peux encore appeler les autres au cas où. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé une grosse boîte qui s'appelle Sodexo. Et celle-là qui était vraiment pas très loin de chez moi. Elle était un quart d'heure à pied de chez moi. Et on m'a dit, voilà, en effet, on a un poste en CDD, mais c'est pour un renfort de quelques mois. Et puis, par rapport à votre parcours, on ne sait pas. Je dis, non, mais moi, j'ai besoin de faire une expérience, prenez-moi. C'est pas grave. Oui, mais le salaire, c'est pas grave. On y va. C'est moins que ce que je gagne, mais en même temps, j'ai plus le trajet en voiture, je peux gérer les enfants à l'école, donc c'est pas grave. Je peux me permettre d'avoir un peu moins parce que la qualité de vie à côté, elle est quand même meilleure. J'ai été, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'étais chargée de clientèle, j'avais le casque. Au bout de 3 mois, on m'a CDIsé. Il y avait un poste, donc j'ai été très contente. Voilà, je découvrais le métier. Alors au début, c'était drôle, parce qu'on me disait, Oriana, t'as vu la propale? La quoi? Proposition commerciale. Ah d'accord, ok. Je viens pas du commerce, moi je viens du médical, donc pas tout comprendre. Donc c'était assez marrant, mais je me suis formée et c'est vrai que j'ai cette tendance à pouvoir rebondir dans des domaines où je maîtrise pas en fait. Mais j'apprends et puis voilà, je me passionne dedans. Au bout de 2 ans, on m'a proposé un poste de manager, donc de gérer une équipe, donc de gérer mes anciens collègues. Ça, c'est dingue. Ça, c'est très compliqué, c'est pas facile. Ah ouais. Gérer tes collègues, tu deviens leur manager, c'est pas si facile que ça. C'est là où j'ai développé un syndrome de l'imposteur assez fort. Il m'a toujours suivi, en fait, ce syndrome de l'imposteur. Pas d'études, je me cherche. Donc, prendre des postes à responsabilité sans avoir un master, machin et tout, c'est un peu... et puis, des avis de tes collègues, des avis des autres, t'as l'impression de toujours devoir faire plus. Et je me suis mis vraiment des barres très, très hautes, alors que je ne devrais pas, en fait.
Et donc, je me suis un peu bataillée avec moi-même pendant cette période. Par contre, voilà, j'ai cartonné. Je suis restée 11 ans dans cette boîte. Donc, j'étais responsable d'un service client. J'avais un prestataire externe. J'avais 40 personnes à gérer. J'avais des managers aussi en dessous de moi. Enfin, j'ai monté les échelons au fur et à mesure. Oui. Et en ayant un bac, quoi. Et qui n'a rien à voir. Ah ouais, c'est fou. Et comment tu faisais pour rebondir avec c'était tes collègues que tu devais manager? Comment tu gérais la situation justement? Très difficilement. En plus, je Ouais. vivais un divorce à ce moment-là, quand vraiment j'ai pris des responsabilités importantes, donc pas facile. Donc j'avais le côté émotion perso qui était très difficile à gérer. Et j'avais le côté pro où en fait, c'est pareil, mes collègues devenaient mes managers d'avant. Donc c'est bizarre de se retrouver autour de la table avec tes managers d'avant et de te dire, maintenant on est collègues, quoi. Donc on va travailler ensemble. Ça a été pas spécialement bien accueilli, je vais être très honnête. Parce qu'on se demande pourquoi elle. Il y en a d'autres qui méritent plus. En plus, moi, j'étais pas arrivée très très longtemps dans la boîte. Mais en fait, j'ai fait mes preuves. J'ai été meilleure dans tous les challenges qu'on lançait à chaque fois. Donc je pense que voilà, j'avais aussi du mérite. Je suis pas arrivée à ce poste-là pour rien. On m'a pas dit, tiens, t'es mignonne comme petite brune, on va te mettre là. Non, ça a travaillé. Et en même temps, moi, je m'étais dit, de toute manière, je ferai pas plus de 2 ans en tant que chargée de clientèle. Le téléphone, c'est bien, j'aime bien, mais moi, il faut que j'évolue. Je reste pas à ce poste-là pendant 10 ans. Moi, je veux gagner de l'argent. J'ai une famille. Voilà, je veux évoluer. Donc, de toute manière, mon ambition était d'évoluer dans la boîte. Donc, j'ai tout fait pour y aller. J'ai enfoncé toutes les portes. On vient pas te chercher dans une entreprise. C'est à toi de te montrer et c'est à toi d'aller au culot un petit peu. Hein. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et en fait, je pense que le fait de voir ma détermination, de voir mon travail, on m'a proposé ce poste-là. Et c'est là où les bruits de couloir ont commencé à arriver. A fait de la promotion canapé, machin. Enfin, ça a été dans tous les sens. Les ragots. Les ragots, tout le temps. Il y a eu de la jalousie. Il y a des collègues qui m'ont plus vraiment parlé. Et puis, au bout d'un moment, vu qu'on voyait que je faisais quand même du bon travail, que les chiffres étaient là, les résultats étaient là, en fait, ça a calmé tout ça. En fait, je pense que honnêtement, certains auraient aimé que je me plante. Et je me suis mis une barrière tellement haute, mais trop. Par contre, c'était épuisant pour moi. Hein. C'est-à-dire que tous les soirs, je travaillais, je me formais sur tout. Quand il fallait faire des présentations avec les chiffres, moi, je savais pas faire des camemberts, des machins, tu vois, PowerPoint, je connaissais pas. Hein. Donc, je me suis formée dessus, j'allais sur Internet, je regardais comment faire. Enfin, voilà, je me suis vraiment donnée à fond. Et puis, le travail, ça a payé finalement. Mais il a fallu avoir du courage. Et puis, en même temps, quand tu as 2 bouts de chou, que tu es en train de faire un divorce et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas trop le choix non plus que te bouger et te dire, faut que j'y aille, quoi. Et je savais que c'était une opportunité pour moi qu'il ne fallait pas que je loupe. Et j'ai bien fait parce que je suis restée 11 ans. Et puis, ça a été une aventure super. Au bout d'un moment, j'étais vraiment bien à ma place. J'étais respectée. On voyait le travail que je faisais au quotidien. Par contre, c'est pas un métier, honnêtement, qui était un métier de mes rêves. Parce que c'était quoi le métier? Le métier, en fait, c'est... donc moi, je gérais en fait le service client des cartes cadeaux encore. C'était une autre filiale, et cartes restaurants chez Sodexo. En fait, on a une filiale qui s'appelle Pass Sodexo. Donc maintenant, elle s'appelle plus Sodexo, ça a fusionné. Mais, et en fait, on vendait les chèques restaurants, les cartes cadeaux. Tout le monde connaît ça. Ouais. Et moi, je gérais le service client dans un premier temps. Donc, toutes les personnes qui répondent au téléphone aux clients, les clients qui ont passé leur commande, qui n'ont pas été reçus, et aussi les bénéficiaires. Donc, les personnes qui vont utiliser, en fait, les cartes et les chèques. Donc, je gérais ces 2 entités-là. Je gérais aussi la partie commande. Donc, j'avais plusieurs équipes avec des managers et des superviseurs. Et moi, je m'assurais que les objectifs soient tenus, qu'on soit bien dans les budgets, qu'on ait des beaux taux de fidélisation, que les taux de satisfaction soient bons. Donc, en fait, je gérais tout ça et j'avais plein d'outils pour suivre un peu comment ça se passait, comment gérer les équipes, les objectifs qu'on allait... Voilà, en fait, je gérais vraiment tout ça. Et ce qui était important et ce qui était bien, c'est que moi, vu que je venais de ce métier, parce que j'ai commencé en tant que chargée de clientèle, je savais exactement à quoi ils étaient confrontés en fait, dans leur quotidien. Donc, ça m'a aidé aussi en venant de l'opérationnel, pour le coup. Donc, c'était un poste de manager responsable qui est Bac+5, en fait, que moi, je n'avais absolument pas. Comme quoi, on peut réussir aussi sans diplôme. Hein, Exactement. C'est pas tous les jours facile. Tout le monde ne peut pas être manager, on ne va pas se mentir. C'est pas un métier facile. Je pense qu'il y a quand même des qualités requises que je pense que j'ai découvert. Je me suis découvert un leadership que je ne connaissais pas. J'arrive à emmener toutes mes équipes avec moi. Encore maintenant, il y en a qui m'appellent. Hein. Reviens ! Non, je ne reviens pas. Je ne reviendrai pas. Donc voilà.
Et je me suis éclatée pendant 11 ans. Et puis, au bout de 11 ans, j'ai encore décidé de changer, quoi. Bah, Et avant de venir sur ça, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce que c'est et pourquoi toi tu l'avais en fait? Syndrome de l'imposteur, en gros, on pense ne pas mériter la place que l'on a. Et voilà, en grosse partie, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on fasse plus parce qu'on ne mérite pas. Par exemple, moi, au début, quand on venait me voir en me disant « C'était bien ta présentation ». « Ouais, non, je pense que j'aurais pu faire mieux. Non, mais c'est pas moi, tu sais, c'est grâce à mon collègue. » Ou tu vois, j'arrivais jamais à me dire que c'était vraiment moi, en fait. Toujours l'excuse de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est parce qu'on m'a aidé. Non, en fait, parce que moi, en fait, je me faisais pas assez confiance pour ce poste-là. Parce que, là, je vais être un peu dure avec l'éducation nationale, désolée, mais parce qu'à l'école, on m'a fait croire aussi que je n'irais pas haut. J'étais pas bonne à l'école. On m'a fait croire qu'en fait, je ne pourrais pas faire de longues études. Est-ce que j'aurais pu en faire? Je ne sais pas. Mais que j'aurais pas un métier important. Alors, j'ai 43 ans, donc pour ceux qui ont la ref, moi, quand j'étais jeune, on me disait « Tu vas finir caissière à Mammouth ». Alors, Mammouth, c'était un petit peu comme les Franprix, des choses comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'était assez violent, en fait, à cet âge-là, d'entendre ça. Alors après, mes parents m'ont toujours soutenue, attention, hein. Mais je pense que ce que j'entendais à droite à gauche et le fait de voir les gens qui allaient en bac et tout, pour moi, c'était des gens importants, quoi, qui auraient des métiers importants. Donc, plus moi, je montais en grade et plus je me disais, je suis pas légitime. Et donc, c'est pour ça que ce syndrome de l'imposteur, il était là, parce que j'ai tellement entendu de choses en étant enfant que je me sentais pas légitime. Je misais tout sur la chance. J'ai de la chance. Mais en fait, non, c'est pas que de la chance. Ouais. Je me suis donné les moyens de le faire. Et ça, je l'ai appris avec ce métier de manager aussi. Quand j'ai vu comment j'ai construit les choses, je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui es en train de faire les choses. Tes équipes derrière, si elles performent, c'est parce que tu es là derrière, parce que tu les emmènes avec toi, parce que tu leur montres aussi ce que c'est, et puis tu es une bonne manager, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, t'es pas plus bête, quoi. T'es pas bête comme tu penses. T'as quelque chose quand même, là. Ça t'a permis de gagner en confiance en... Complètement. Ouais. Et puis, j'étais quand même assez fière. J'ai quand même fait des métiers complètement différents. Et à chaque fois, en fait, j'étais très bonne dans ce que je faisais. Donc, je me suis dit, j'ai quand même une capacité, je pense, à apprendre facilement les choses. Et je pense que c'est ce qui m'a rassurée aussi au bout d'un moment, en me disant, en fait, regarde, t'arrives quand même à faire... t'as un parcours qui est quand même atypique, quoi. Tout le monde n'arrive pas à faire ce que t'as fait. Donc c'est bien. Et c'est toi. C'est pas juste une question de chance qui est arrivée. Non, c'est toi qui bosses et qui te donne les Exactement. moyens, tout simplement. Si j'avais beaucoup de chance, j'aurais déjà gagné à l'euro-million, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà. Je te le souhaite un jour. Et donc t'étais manager au sein de Sodexo. Après, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as eu un autre poste ou t'as décidé de partir? Alors, j'ai eu des postes toujours plus gros, c'est-à-dire qu'on me rajoutait toujours des plus grosses équipes. Donc, en fait, j'ai commencé avec des petites équipes et j'ai grossi avec des plus grosses équipes. C'est pour ça que je devenais responsable. J'étais plus manager juste d'équipe opérationnelle. Je devenais responsable de manager, comme une directrice, si tu veux, de service client. Okay. Donc, ça a grossi à chaque fois parce que on voyait les résultats. Donc, on me disait, Oriana, tu prends ça? Ok, je prends. Et alors, ce qu'il faut savoir, le coaching... savoir pourquoi je suis coach aujourd'hui aussi, c'est que je l'ai découvert aussi quand je suis passée manager. En fait, étant donné que j'avais ce petit syndrome de l'imposteur, on m'a fait coacher. J'ai suivi un coaching de 6 mois dans cette entreprise pour justement en fait m'aider à passer cette marche énorme, de passer de chargé de clientèle à manager d'une équipe. Il y a normalement des passages avant. Et donc on m'a aidé en fait, on m'a proposé un coaching pour travailler là-dessus et pour me faire un peu plus confiance. Donc j'ai découvert le coaching à ce moment-là. J'ai adoré. Ça devait durer 1 an. Ça a duré 6 mois. Parce qu'en 6 mois, j'avais fini, en fait. J'ai très bien travaillé avec la personne. Je pense que je suis tombée sur un bon coach aussi. Et c'est là où j'ai découvert le coaching et j'ai découvert certaines techniques de coaching et que j'ai commencé à, moi, mettre en application avec mes équipes, en fait. Donc, je me suis retrouvée, en fait, à être manager de mes équipes, mais aussi à les coacher au quotidien. Je les boostais quand ils avaient des demandes, par exemple, pour postuler à des postes. Je les entraînais, je les préparais aux entretiens. Je faisais aussi beaucoup de recrutement dans mon métier, donc j'étais un peu habituée au recrutement. Je parlais aussi de leur vie sentimentale. Alors moi, j'étais la confidente, tout le monde venait me parler de ses problèmes. Mais j'étais à l'écoute, mais par contre, ils arrivaient vraiment à garder la place de la confidente et de la manager. Et ça, c'était génial. Ouais, c'est top. Parce que c'est rare quand, tu vois, la frontière, elle est assez fine et il faut faire attention parce qu'après, tu donnes ça, on prend ça. Et du coup, j'ai aimé en fait faire ça. Et les chiffres, les tableaux Excel, les présentations, c'est vrai que ça commençait un peu
m'enquiquiner. Et il y a une année où j'aurais dit j'aimerais bien être coach. J'aimerais bien coacher, je sais pas comment, j'aimerais faire une formation. On m'a dit non, tu seras pas bonne là-dedans. Allez, encore, bam, syndrome de l'imposteur qui revient. Ah bon? Non, en fait, c'est parce qu'ils aimaient bien la place où j'étais, ce qui est normal. Dans une entreprise, tu gardes tes bons éléments. Et je leur ai dit non, mais franchement, j'aime bien. Elle me fait ouais, mais regarde, tu le fais au quotidien. Ouais, mais non, j'aimerais bien. On m'a dit non, je pense pas que ce soit pour toi. Et en fait, il y avait une restructuration à ce moment-là dans la boîte. Et on me proposait encore de prendre d'autres équipes. Et alors moi, en négociation, j'étais très dure. Moi, j'avais appris la négo. C'était difficile, mais j'ai un manager un mentor qui m'a un peu briefé sur la négo. Donc après, quand il y avait les augmentations, ils étaient comme ça quand j'arrivais dans le bureau. Ils disaient, qu'est-ce qu'elle va nous demander encore? Et donc, on m'a proposé des équipes. J'aurais dit, OK, moi, c'est soit vous me donnez ça pour reprendre cette équipe, soit je prends pas. Ils m'ont dit, mais t'es folle. Je suis, à vous de voir. Hein. Moi, mon poste, il me va bien. J'ai pas besoin de prendre cette équipe-là, en fait. Hein. Vous avez besoin de moi parce qu'il faut quelqu'un. OK, mais vous me donnez ça en échange. Ils m'ont dit, non, on peut pas. Je dis, tant pis, je refuse. Oh, tu peux pas refuser, si. Et en même temps, je vous ai dit que je voulais être coach. Mais vous l'entendez pas. Oui, non, mais tu comprends, c'est compliqué, il faudrait faire une formation, on n'est pas sûr que tu sois bonne là-dedans. Je dis, ouais. Et ça me travaillait. J'ai fait chef de projet, je coachais des équipes aussi. J'étais toujours, en fait, avec cette vision de coaching. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te lancer. Tu vas te lancer sur les réseaux. Alors, j'ai la chance que mon mari actuel, parce que je suis remariée depuis, connaît un peu ce milieu-là, un petit peu. Et il m'a dit, écoute, voilà comment ça fonctionne, TikTok, machin. Parce que moi, je me suis dit, je vais faire coach, je vais faire une formation, et puis je vais ouvrir mon cabinet. On m'a dit, non, ça n'existe plus, ça, tu oublies. Ah bon, en fait, faut essayer sur TikTok, voir ce que ça donne, voir si déjà tu es à l'aise pour monter sur les réseaux, les choses comme ça. C'est récent quand même. Ça fait 3 ans. 3 ans, ok. Ça fait 3 ans réellement que je suis partie de ma boîte, mais j'ai commencé 6 mois avant. Ok. Voilà, je suis pas partie sans savoir ce que ça donnait en fait. Et je me suis lancée sur les réseaux. Je connaissais pas TikTok, Insta, tout ça. Moi, j'étais pas à part Facebook. Je suis une ancienne, hein. Donc je connaissais pas trop ces trucs-là. Il m'a dit, en fait, tu vois, puis tu fais des vidéos et tout. Il me dit, en ce moment, on pose quoi comme question dans ton quotidien? Je dis, on vient beaucoup me voir pour les problèmes de couple et tout. Il me dit, vas-y, lance-toi là-dedans. Je dis, ok. Au travail, on te parlait des problèmes de couple. Ouais. Ouais, c'est fou. Pas que, mais aussi. Je dis, ok. Et puis il me dit, puis en ce moment, ça fonctionne bien. Je dis, ok, je vais tenter. Donc j'ai fait mes premières vidéos TikTok. C'était une catastrophe. Quand je les regarde maintenant, je dis, comment j'ai pu faire ça? C'était horrible. J'avais pas de micro, le son était pourri. Enfin, avec mon téléphone, vieux iPhone, bonjour. Puis c'est dur de te parler face cam. Tu te parles à toi-même quand même. Donc c'est un travail qui est un peu compliqué. Je refaisais au moins 15 fois mes vidéos parce qu'en plus, j'avais pas compris qu'on pouvait couper, moi. Tu vois, donc je faisais un one-shot et dès que je bafouillais, je recommençais depuis le début. Donc ça pouvait mettre 2 heures avant de faire une vidéo d'1 minute. C'est une catastrophe. Et puis, je trouvais que c'était intéressant. J'ai vu que mon compte montait. J'ai dit, ok, ça part bien. Entre-temps, j'ai fait quelques formations dans mon entreprise à des techniques de coaching en tant que manager. En fait, donc, je faisais plein de petites formations. Donc, j'avais des bases de coaching. Et donc, j'ai continué. Et j'ai vu que les réseaux, ça explosait. Je n'ai pas compris. Mon mari m'a dit, tu es en train de faire un truc impressionnant. Je dis, ah bon? Moi, tu sais, ah ouais? Il me fait, ah non. Il me fait 10 000 abonnés en 1 mois sur Insta, c'est du incroyable. Ouais. Je dis, je sais pas, j'y connais rien, moi, là-dedans. Donc, je fais mes trucs. Et là, je me suis dit, ça prend bien. Donc, il est peut-être temps que tu te bouges, en fait. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Parce que gérer mon métier actuel plus les réseaux, ça fait beaucoup. Et je me dis, il va falloir que je me positionne. Et je m'éclatais vraiment. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire? Au pire, si ça fonctionne pas, tu reviens, tu retrouveras, tu as de l'expérience, tu as un boulot. Je l'ai fait plein de fois, je suis partie de plein de métiers, j'ai rebondi à chaque fois. Donc, j'ai pas peur, en fait, de rebondir. Ça, c'est peut-être ce qui a été ma force pour me lancer. Et mon patron est venu me voir en me disant, voilà, parce qu'il y avait une restructuration, comme je t'ai dit, et il me dit, voilà, on est revenu avec une offre pour te refaire un poste. Et avant même qu'il me montre l'offre, qui était très bien a priori, je l'ai même pas vue. Ah ouais? Je l'ai même pas vue, je lui ai dit, je t'arrête tout de suite, je vais partir. Il m'a dit, pardon? Je dis, ouais. Je finis, donc j'ai négocié une rupture conventionnelle. Je voulais pas partir sans rien non plus parce que quand tu pars en auto-entrepreneur, il faut quand même un petit peu, tu vois, te lancer. C'est pas toujours facile de passer d'un salaire de responsable à 0. Voilà. Et donc, je lui ai dit, je vais partir. Je reste jusqu'à la fin de la mission que là j'ai, parce que j'étais chef de projet j'étais product manager sur un projet. Je finis avec toi ce projet-là. Donc, dans 3-4 mois, et après, je pars.
C'était ce qui était convenu pour que je puisse avoir la rupture conventionnelle. Donc là, tout le monde est tombé de haut, en fait. Et là, on m'a dit, tu vas faire quoi? Je vais être coach. Ils m'ont dit, coach sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dit, pardon? Je me dis, mais t'es malade. Ah ouais. Le truc a rien à voir. Il m'a dit, tu vas pas faire ça. Je fais, mais tu vas faire quoi en tant que coach? Bah écoute, je fais là pour les relations, la confiance en soi. Je dis, ah bon? Ils sont tous tombés de haut. Ils me disent, c'est pas possible, tu vas te planter. Je dis, non, laissez-moi faire, je vais y arriver. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait ma formation RNCP, donc formation reconnue par l'État. Parce que quand tu as fait pas mal d'années de management, tu peux te permettre de faire cette formation qui est inscrite à l'État, en fait, sur le répertoire des formations. Je savais pas. Bah, en fait, quand j'ai regardé les formations, moi, je voulais une vraie certification. Et donc, je voulais une certification qui puisse aussi m'ouvrir aux entreprises. Okay. Et celle-là, c'est la formation RNCP. Et donc, moi, ce que demandait la Haute École de Coaching, c'était 5 ans de management, un bac+2 et un projet abouti derrière de pourquoi tu veux faire coach. Bah, manager 5 ans, ça c'était bon, ça faisait 10 ans. Projet abouti, c'était fait. Bac+2. Là, tu dis ça, j'ai pas. Ouais. Heureux syndrome de l'imposteur. Ouais. Et je les ai appelés, j'aurais dit voilà. Et j'aurais dit par contre, j'ai pas de bac+2. Ah, je dis mais vous avez pas mon kiki avec un bac+2. Je dis j'ai été manager pendant 10 ans, responsable. Je dis au bout d'un moment, je dis si vous me prenez pas pour une histoire de bac+2, je comprendrais pas la France en fait. J'étais très honnête. Ils m'ont dit non mais complètement, on est d'accord avec vous, on va pas regarder ça. Et donc je suis rentrée, j'ai passé ma certification. Et voilà, et je me suis lancée dans le coaching et je suis très heureuse, ça fait 3 ans. Et elle a duré combien de temps cette formation? Elle a duré... Alors moi, je voulais pas une longue formation. Je l'ai dit au début du podcast, j'aime pas l'école. Donc, je voulais pas une formation de 3 ans. J'ai pris une formation en distanciel, où tu avais des classes virtuelles. Elle a duré 9 mois, à peu près. Ouais. C'était, en gros, ça fait 9 mois. Tu dois avoir des coachés gratuits. Tu les fais pas payer à ce moment-là. Pendant toute ta formation, tu as des cours, tu as des classes virtuelles, tu as beaucoup de cours. Et en fait, ensuite, tu as un entretien, une simulation de coaching qui compte 60% de ta note. Tu as 10%, je crois, sur les notes que tu as de tes cours. Et tu as 20% sur ton business, en fait. C'est comment tu vas créer ton business. Et tu es noté aussi là-dessus. C'est pour ça qu'ils te demandent un projet abouti, en fait. Il faut que tu saches, donc, est-ce que tu passes en auto-entrepreneur? C'est quoi? Pour qui? Quel tarif tu comptes mettre? Comment tu vas faire ta pub? Tu vois, en fait, voilà, c'est vraiment tout un business plan qui est monté, en fait. Et puis, bah voilà, c'est passé nickel. J'ai eu 18, je crois, en tout. Donc, j'étais super contente. Ah ouais, moi, t'as cartonné. J'ai cartonné. J'étais pas spécialement en accord avec tout ce qu'il y avait dans la formation. Tout le monde, en fait, a ses techniques de coaching. Et il y a des techniques, je n'étais pas trop à l'aise avec ça, mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Et puis, bah voilà, c'était très bien. Et je me suis lancée. Et puis, banco, quoi. C'est trop bien. Donc, du coup, tu es devenue coach en développement personnel maintenant, il y a 3 ans. Tu as continué sur les réseaux sociaux. Comment tu t'es fait ta clientèle? Avec les lives. Alors, pour être très honnête, étant donné que je ne viens pas spécialement des réseaux, je n'ai pas grandi avec ça, je ne concevais pas quelqu'un qui puisse acheter un coaching ou une formation sur une personne qu'elle voit sur un site qu'elle ne connaît pas. Pour moi, c'était inconcevable parce que même moi, je ne le faisais pas en fait. Donc, je ne comprenais pas ce principe-là. Je me dis, comment je vais vendre des coachings à des gens qui par rapport à un réseau social? Enfin, je ne comprenais pas ça. Et donc, j'ai fait beaucoup de lives. Je faisais, là, je les ai repris un peu. Je faisais 3 à 4 lives par jour de 20 minutes. Ouais. Et en fait, je répondais aux questions et je pense que les personnes, en voyant ce que je répondais, je leur disais, bah, prends un coaching avec moi, voilà mon site internet, on peut travailler ensemble là-dessus. Je pense que les gens avaient plus confiance et du coup venaient plus à moi. Le contenu, c'est bien. Tout le monde peut faire du contenu. Aujourd'hui, on va pas se mentir. En plus, il y a ChatGPT maintenant. Donc, tout le monde peut faire du contenu, mais travailler sur du coaching, sur des valeurs humaines, sur des problématiques, c'est pas une vidéo d'1 minute. Là, il va falloir que tu travailles des techniques de développement personnel, ce qu'on apprend dans les formations. Faut quand même que tu aies une écoute très active. Il faut que tu saches faire la part des choses. Donc, tu vois, tout le monde ne peut pas être coach non plus. Et du coup, avec les lives, je pense que je donnais confiance en fait à ma clientèle et elle est venue comme ça, tout simplement.
J'ai ensuite fait des formations en ligne qui prenaient très bien. Je me suis dit, ben voilà, la formation en ligne, c'est pratique aussi pour les personnes. C'était quoi comme formation ? Alors, j'en ai plusieurs de formations. J'ai une formation qui s'appelle S'aimer soi-même. Donc, je travaille l'estime et la confiance en soi avec des exercices. Donc, c'est des vidéos. Donc, c'est comme du e-learning. Des vidéos où j'explique. Donc, il y a vraiment une méthodologie. J'ai vraiment construit cette formation avec une méthodologie pour que les gens puissent travailler l'estime, la confiance en soi, le lâcher-prise, les croyances limitantes, les peurs, avec des exercices à côté associés. Pour que cette formation, c'est bien de voir la vidéo, mais par contre, tu dois passer à l'action. Parce que si tu passes pas en action, voilà. Développement personnel, c'est très bien. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Si tu passes jamais à l'action, tu mets pas en pratique, ça servira à rien. Donc, j'ai fait ces formations-là parce que les coachings sont plus chers que les formations en ligne pour les personnes qui, voilà. Et surtout parce qu'au bout d'un moment, j'avais trop de coaching à la journée et c'était épuisant pour moi le soir. Ah ouais ? Ah ouais. Au niveau mental, le soir, j'étais épuisée en fait, émotionnellement. Mais tu prenais tous les rendez-vous en fait. Au début, je prenais que du rendez-vous. Donc, Ouais. j'avais 5 à 6 heures de coaching par jour. Alors, ça fait peut-être pas beaucoup, mais c'est très épuisant parce que tu dois te concentrer 1 heure, parce que mes sessions sont d'1 heure, avec une personne. Tu dois être dans une écoute active. Tu dois travailler aussi avec elle. Il y a des personnes qui sont qui te touchent plus que d'autres par rapport à leur parcours aussi, tu vois. Donc, il y a des personnes, c'est difficile, tu vois, d'entendre leurs problématiques, ce qu'elles ont vécu. Et quand tu as ça toute la journée, le soir, c'est pas facile. Donc, je me suis dit qu'au bout d'un moment, il y en avait trop. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces formations-là, pour pallier aussi un petit peu à ça. Pour dire, voilà, vous pouvez déjà vous aider avec la formation, qui est déjà très bien, mais vous avez aussi, si vous souhaitez, en complément le coaching. Okay. Et donc, j'ai fait comme ça pour monter ma clientèle. Donc, les réseaux, les lives, les stories, beaucoup de lives. Je suis très, très live. Et là, depuis 6 mois, je fais des conférences en ligne gratuites. Donc, les gens s'inscrivent. C'est pas du tout sur Insta ou sur TikTok ou autre. Ils s'inscrivent sur un logiciel de conférence. Donc, je fais mes conférences d'1 heure. J'adore ça. Et à la fin, je propose mes offres et les gens prennent ou prennent pas. Et donc, j'ai fait ça. Voilà, j'aime bien aussi les conférences. Et comment t'as vaincu ta timidité ? Parce que quand même, faire des lives, se montrer, ça n'a pas dû être facile. La pratique. T'as pas le choix en fait. Hein. C'est comme tout. C'est au début, comme je dis, je suis quelqu'un de timide. Donc mes premiers lives, c'était une catastrophe. J'avais 3 personnes, j'étais en panique. Bonjour. Alors moi, je suis Oriana. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? C'est hyper dur parce que ce qu'on n'est pas préparé sur les réseaux, c'est à la critique gratuite. Et sur les réseaux, une fois que tu es exposé, et ça, mon mari m'avait dit, par contre, il va falloir que tu fasses face à ça. Tu vas avoir des gens qui vont te critiquer, ce qui est normal, on fera jamais l'unanimité sur cette planète, mais des gens qui vont venir ouvertement, qui vont t'écrire des commentaires de merde, qui vont te détruire, qui vont parler sur ton physique, qui vont parler de ce que tu dis. Voilà, c'est ouvert et c'est gratuit. Derrière un téléphone, c'est tellement facile de critiquer. En face, les gens ne le feraient pas comme ça. Donc, il faut que tu te dises, OK, je vais tester. J'ai testé, j'ai vu ce que ça donnait. En effet, il y en a qui viennent, qui sont pas intéressants, qui viennent pour te descendre ou autre. Mais quand tu regardes, c'est un tout petit pourcentage sur tout le reste qui t'encourage. Donc en fait, automatiquement, il faut se dire, OK, imaginons sur une vidéo, j'ai, 70 commentaires positifs et j'en ai 4 négatifs. Pas grave. Ouais. Parce que le positif l'emporte finalement. Et la timidité, en fait, c'est à force de faire des lives. Tous les jours, je faisais des lives. Je me forçais en fait. Je me suis boostée en disant tous les jours, t'y vas. Puis au bout d'un moment, ça devient super facile. C'est comme les premiers podcasts en fait. Au début, c'est très difficile. Tu sais pas comment tu vas parler. Tu sais pas spécialement bien t'exprimer. Ouais, je confirme. Après, j'ai quand même eu en tant que manager, parce qu'en tant que manager, quand je suis montée dans mon entreprise à Sodexo, il fallait faire des conférences, il fallait présenter des chiffres devant des patrons, des choses comme ça. Oui. Donc, je me suis aussi forcée avec ça, parce que moi, j'avais un gros défaut que j'ai pas aujourd'hui, vous pourrez tous le voir, c'est que quand je passais devant quelqu'un, il fallait que je parle, je devenais rouge écarlate. Mais vraiment, je sentais mon cœur qui allait sortir de ma poitrine. J'avais l'impression d'entendre un bruit où j'entendais ma voix en double, c'était très bizarre. Limite, j'allais tomber dans les pommes, en fait. Hein. C'était horrible. Et j'ai mon mentor, justement, qui m'a dit, tu sais, quand tu passes devant les gens, parce qu'il va falloir que tu t'y habitues, t'es manager, donc tu vas faire de plus en plus de présentations, il va falloir que tu t'imagines quelque chose pour que tu puisses décompresser. Il me dit, t'aimes bien l'humour, pars sur l'humour. Et j'ai dit, je vais pas faire une blague en rentrant, quoi. C'est un peu bizarre. Alors Toto, il est à la maison. Et en fait, je suis partie sur l'autodérision. C'est-à-dire qu'en rentrant, je regardais tout le monde, je dis, alors je vous préviens, je suis très timide, je suis pas du tout à l'aise devant vous.
Non. Donc, vous allez me voir passer par des couleurs bizarres. Si jamais je tombe dans les pommes, essayez quand même de me relever, on ne sait jamais. Donc, je peux peut-être bafouiller et tout, mais on va y aller. Et en fait, le fait de dire ça, les gens rigolaient. Les gens m'encourageaient. Ils me disaient, non, mais t'inquiète, regarde, on est là. Même les directeurs, en fait, me disaient, mais t'inquiète pas, tu gères. En fait, tu vois, je m'excusais un petit peu. Et en même temps, les gens m'encourageaient. Et du coup, ça, à force de faire ça, cette peur, elle est complètement partie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de tache, ou je le vois pas. J'ai plus ma voix qui tremble, mais parce que je me suis entraînée en tant que manager. Et après, les lives, ça a été la même habitude, en fait. Je suis partie avec l'humour. Donc, quand j'avais des petites questions, je mettais une touche d'humour. Donc, en fait, les gens, du coup, je pense que tu mets une complicité avec les gens. Et ce qui fait qu'après, j'appréciais faire les lives. Ouais. C'était plus le côté très pro, tu vois, du live. Bonjour, je suis coach. Quelle est ta question? Tu vois, il y avait une complicité aussi qui venait. Et ça, c'était bien. Ah bah ouais. Et sur les aujourd'hui, moi, j'ai vu sur les réseaux, tu étais beaucoup sur les relations aussi amoureuses. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme je disais, on m'a beaucoup demandé de conseils par rapport à ça quand j'étais en entreprise avec mes amis ou quoi. Ouais. Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, j'ai un peu tout testé. J'étais sur les relations, le couple. J'ai beaucoup lu là-dessus aussi. Je suis divorcée, remariée. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus sur les ruptures et tout. Quelque chose qui me passionnait, en fait. Et je trouvais que j'étais très bon conseil. Et du coup, en fait, quand j'ai testé les premières vidéos, j'ai vu que ce que je disais, ça touchait. Et que du coup, les gens, en fait, venaient beaucoup me voir et me conseiller par rapport à ça. Et du coup, en fait, ma niche, elle est partie là-dessus, quoi, tout simplement. Après, j'aime bien aussi encore travailler sur le professionnel, mais c'est moins connu. Mais c'est ma deuxième partie que je vais essayer de remettre en place un petit peu, là. Mais c'est vrai qu'on me sollicite maintenant par rapport à mon compte qui s'est développé là-dessus, sur les relations. Les relations toxiques, la relation à soi. C'est toujours du développement personnel, quoi qu'il en soit. Mais vraiment au niveau de tes relations. Et en fait, je sais pas, c'est quelque chose qui était, je pense, inné et quelque chose qui, moi, me passionnait aussi, dans lequel je donnais de très bons conseils, où j'arrivais à relever des personnes. J'ai plein de coachés qui se sont révélés après les coachings, qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. Elles viennent encore des fois m'encourager, tu vois, sur les conférences et tout, alors qu'elles pourraient ne pas venir. Elles viennent, donc voilà, c'est pour ça que je suis restée sur cette niche, parce que ça me plaisait, parce que c'est ce qu'on demandait aussi. Et puis, quand tu es sur les réseaux, tu vas là aussi où il y a de la demande, finalement, côté un peu business, un peu ça. Et j'ai vu que c'est ce qui prenait le plus, donc j'ai dit, autant me lancer là-dedans. Autant rester, en fait, sur cette niche. Et alors, tu disais que tu allais repartir un peu sur le côté professionnel. Du coup, tu comptes comment t'y prendre? Tu vas t'y prendre comment, Alors, ça peut pas être sur mon compte actuel. Je pense que les gens vont pas spécialement tout comprendre, alors que j'en fais quand même. J'en ai encore une en ce moment qui est au Québec, d'ailleurs, avec qui je travaille pour sa reconversion professionnelle, là. Mais je pense que les gens vont pas comprendre sur mon compte. Et puis après, on va parler de tout ce qui est algorithme et tout ça. Insta, si je commence à lui parler de pro, alors il va me dire, attends, elle nous fait quoi là dans son compte? On va rien comprendre. Parce que ça s'alimente aussi, les réseaux. Donc, bien sûr, donc si je veux approcher plus les entreprises pour des problèmes de reconversion, même des managers, des jeunes managers qui ont besoin de se former, de confiance comme moi, tu vois, qui ont peut-être le même parcours, je pense que ça va être LinkedIn. Clairement, LinkedIn, que je vais me mettre sur faire des posts et le bouche à oreille après. Donc, de par les entreprises, j'ai encore des contacts avec mon entreprise aussi, tu vois. Donc, c'est le bouche à oreille qui joue là-dessus. Et j'ai aussi réfléchi. Alors, moi, c'est le problème, c'est que je réfléchis toujours à plein de choses, tu vois. Il faut que ça bouge tout le temps. Vu que je suis coach certifiée, j'ai le droit de former des gens aux techniques de coaching. Je ne peux pas les certifier. Ça, c'est autre chose. Mais en tant que coach RNCP, j'ai le droit de former des personnes aux techniques de coaching, coach de vie, en fait. C'est-à-dire, former des personnes qui souhaiteraient peut-être se reconvertir dans le coaching de vie, par exemple, et de se dire, je voudrais être coach, mais c'est quoi, en fait, l'éthique du coach? C'est quoi les techniques de coaching? Quels outils on a à disposition sur le développement personnel? Toutes ces choses-là. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi former peut-être des personnes, vu que le coaching, moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans, que j'adore ça, et voilà... Il y en a qui préfèrent vendre que des formations. Moi, j'adore le coaching, le côté humain et tout. Je me dis, pourquoi pas peut-être mettre cette expérience et cette capacité d'apprendre justement à des personnes qui voudraient faire peut-être ce métier. Donc ça, c'est dans une partie qui est en réflexion là, en ce moment. C'est un projet à moyen terme, c'est ça? Ouais.
D'accord. Bah, il faut que je me bouge les fesses pour le faire, quoi. Ouais. C'est quand on est auto-entrepreneur, c'est difficile de trouver sa routine. Ouais. J'ai eu énormément de mal de trouver une routine en étant chez moi. Très, très, très dur. Je procrastinais un truc de fou. Ah ouais. Ah ouais, j'arrivais pas à trouver cette routine. Tu sais, quand tu te lèves pendant des années, tu sais que le matin, tu as une réunion à 9h, tu sais qu'à 11h, tu as ça, à midi, tu vois, ta journée, elle est complète. Quand je suis passée donc auto-entrepreneur et que donc du coup, je me rappelle, j'étais en vacances à ce moment-là. T'as pas eu peur? Non, Ah j'étais ouais? tellement pressée. C'est vrai? Ah ouais. Alors, j'avais peur côté financier. Mais Ouais. vu que je suis partie avec une rupture conventionnelle, j'avais le droit au chômage. Donc, j'avais une sécurité, tu vois. Mais bien sûr que tu te dis, bah, maintenant, tu as intérêt à bosser parce que si tu bosses Ouais. pas, bah, il n'y a rien qui tombe. Hein, et tes factures, bah, Ah, on elles vont paye pas se toute payer seule. toutes seules. Ouais. Donc, j'ai eu en fait ce côté, je pense que peut-être plusieurs personnes ont, c'est que tu sais, te se dire, quand tu es à la fin de tes vacances, tu dis, ah là, demain, je reprends le travail. Demain, j'ai ça comme réunion. Va falloir que je regarde tous mes mails. Va falloir... Et là, tu sais, c'était ce truc de se dire, oh, demain, je suis chez moi et j'ai rien à faire. J'ai plus de patron, j'ai pas de réunion, Ouais. j'ai pas de les chiffres, machin, le taux de truc, je m'en fous. Et du coup, tu vois, j'ai fait des vacances, mais en fait, je me suis retrouvée en vacances à la maison. C'était un peu ça au début. Hein. Ouais, t'as eu du mal à. Parce qu'en fait, je pense que j'avais ce besoin aussi de dire, Mm. là, je suis tranquille. Donc, c'est vrai que les premiers jours, j'étais déjà sur les réseaux. Hein. Donc, tu vois, j'alimentais et tout. Les premiers jours, tu vois, c'était ouais, attends, chérie, là, je me repose un peu, là, je profite. Ah, c'est bien quand même de pas avoir de réunion, de pas avoir de patron, c'est cool. Et il m'a dit ouais, mais dépêche-toi, parce que l'argent, il va pas tomber, quoi, tout Ouais. seul. Et donc après, ouais, je m'y suis mise, mais j'ai eu du mal, en fait, de trouver cette routine. Est-ce que je fais un live tous les jours à telle heure? Est-ce que je fais ça? Et puis, bah, tu fais ton ménage, et puis je gérais mes enfants aussi. Donc, tu vois, en fait, j'ai eu un peu de mal. Il y a des jours où j'avais pas envie de me lever. Je dis, oh non, moi, je suis pas trop du matin. Et, bah oui, mais tu vois, j'ai eu un petit peu de mal. Je pensais que ça allait être facile. Mhm. En fait, non. C'est la grosse erreur. C'était pas si facile que ça. Donc, il a fallu que je me bouge un peu plus. Et je m'en suis vite rendu compte quand, bah, des fois, tu travailles pendant une semaine et qu'il n'y a pas grand-chose qui tombe. Et puis, des fois, en 3 jours, ça va tomber d'un seul coup. Tu vois, c'est complètement aléatoire, en fait. Tu n'as pas de revenu fixe comme en entreprise. Tous les jours, tu as un taux horaire et tout. Là, c'est pas pareil. Donc, c'est vrai que c'était ça qui était un petit peu perturbant. C'est que des fois, tu avais l'impression de travailler énormément. Tu dis, ouais, là, c'est nickel, là, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui tombe. Et puis, à contrario, des fois où tu vas pas faire grand-chose et ça tombait. Donc, c'était assez bizarre. Donc, il a fallu que je comprenne, en fait, cette routine. Il a fallu que je comprenne ce que je faisais. Il a fallu aussi que je me dise que même pendant les vacances, tu travailles. Ouais, hein, 2 semaines de vacances, c'est bien beau, mais bah, t'as rien. Donc, continuer les lives en vacances, garder des coachings pendant les vacances. Donc, je m'arrangeais pour les plages horaires et tout, tu vois, pour quand même profiter un peu des enfants. Ouais, faut faire la part des choses. Les enfants, ça a été un peu compliqué pour eux parce que, alors maman, elle travaillait beaucoup avant, mais là, maman, elle travaille tout le temps. Et maman, le soir, au lieu de manger avec nous, elle fait des lives, tu vois. Ah, ouais, donc. Donc, un peu bizarre. Alors, je mangeais, mais je les quittais assez rapidement en disant, bah, moi, je vais faire un live, il est 20h30, tu vois. Donc, le week-end, c'est maman, on va faire ça. Bah, attends, je fais un live et après, on arrive. Mais attends, là, j'ai un coaching. Donc, après, je me suis mise des règles. Plus de coaching le week-end. On reste avec les enfants. Par contre, on conserve les lives parce que bah, le week-end, c'est là où les gens sont plus connectés aussi. Mm. Donc, voilà. Mais par contre, je me suis mise des petites règles, tu vois. Petit à petit, j'ai construit le truc, mais ça n'a pas été facile. Et en effet, il y a des moments où j'avais peur. Alors, moi, mon but, c'était pas de gagner 30 000 euros par mois, machin. J'étais pas du tout là-dedans. Moi, mon but, c'était de faire un métier que j'aime, un métier où je gérais mes horaires, où j'avais plus de patron. Je sais pas, pour moi, c'était un petit peu le Graal, en fait, tu sais, de travailler à son compte. J'ai vu plein de monde se lancer à leur compte. Je dis, ah, trop bien, ils sont à leur compte, c'est génial de faire ça, leur propre patron, tu vois. Tu te dis, moi, je pourrais pas faire un truc comme ça. Bon, bah, en fait, si. Et parce que t'as la compta, la machin, un truc chiant. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est cool de faire ça. Par contre, si je le fais, c'est que tu dois au moins gagner ce que tu gagnais avant. En fait, la condition, c'était ça. Je suis Ouais. auto-entrepreneur. Tu dois gagner au minimum le salaire que tu avais dans ton entreprise et en même temps, tu fais moins d'heures. On va pas se mentir, on fait moins d'heures, même si on compte avec les week-ends, ça fait... Ouais, peut-être que ça rattrape, mais moi, je faisais énormément d'heures en tant que manager. Je comptais pas les heures le soir. Je travaillais encore sur des présentations, le week-end aussi. Même quand j'étais en vacances, j'appelais mes équipes. Et finalement, tu te dis, quand tu es à ton compte, tu arrives quand même à gérer tes moments perso. Voilà, c'est toi qui gères ton quotidien.
Donc ça m'a libérée et je faisais attention toujours de me dire, voilà, on est telle date, ton chiffre, il est pas bon. Bon, bah là, tu vas te bouger un peu plus pour au moins faire le minimum que tu as besoin. J'ai toujours fait en sorte d'avoir le minimum que je m'étais fixé. Et ça a toujours fonctionné, même mieux, donc tant mieux. Ouais, Mais voilà, c'est un cadre qu'il faut bien que tu te mettes dès le début parce que tu peux bosser comme un malade pendant 3 jours et il n'y a rien qui va rentrer. Et puis, des fois, ça va rentrer. En fait, c'est complètement aléatoire, en fait. Quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas de revenu fixe, en fait, vraiment. Ouais. Ça, c'était un peu compliqué au début. Ouais, la gestion du stress, t'arrivais à gérer. Je sais pas si tu ressentais du stress. Alors moi, je fonctionne bizarrement. Euh, En fait, des fois, je me plaignais. Tu sais, je faisais mon Calimero à la maison. Je disais, ouais, j'ai pas vendu. Nanana. Et mon mari me disait, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as fait un live? Non, bah voilà. Et du coup, il me stressait. Enfin, il me stressait. Il te reboostait, enfin, Il me reboostait, mais en fait, ça me piquait dans mon ego, tu vois. Ouais. Je suis scorpion, donc je dis, ah, attends. Et du coup, je regardais, je fais, bah, c'est pas grave. Et du coup, dans la minute qui suivait, j'étais en live. Ah ouais. Et ça le faisait rire à chaque fois. Il me dit, mais c'est tellement facile avec toi. Donc, en fait, le stress, ouais, c'était dur qu'en fait, quand tu avais l'impression de donner énormément et qu'il n'y avait pas de retour. Mais c'est le jeu en même temps, c'est comme ça. Donc, après, il faut trouver des techniques aussi pour essayer d'avoir un maximum de revenus quand même fixes. Donc, tu ouvres des places de coaching plus longues pour voilà, essayer de garder un petit peu ça. Tu as tes formations en ligne. Voilà, en fait, tu te débrouilles. Et c'est vrai que le stress, des fois, quand tu es, je sais pas, au 20 du mois et que tu vois que tu n'as pas encore fait ton chiffre, tu te dis, OK, il me reste 10 jours. Donc là, stratégie à fond, Ouais. qu'est-ce que je fais? Et donc, là, il faut rebondir. Donc, c'est peut-être ces petits trucs-là qui sont un peu stressants au début. Puis, au bout d'un moment, ça devient une routine, en fait. Tu arrives à contrôler ça. Moi, j'étais accompagnée aussi par mon mari, ça a aidé, hein, on va pas se mentir. Toute seule, je pense pas que je me serais lancée, honnêtement. Ah ouais. Ah ouais, je pense pas. Mais il travaillait avec toi en direct ou c'était un soutien moral plutôt? Alors, il est soutien moral et en plus, c'est lui qui m'a formée à System.io, tous ces trucs-là, en fait. Ok. Tu vois, moi, je fais toutes mes pages de vente, je fais toutes mes presses, je fais tout toute seule. Parce que je voulais apprendre et lui connaissait déjà un peu ça. Donc, il m'a formée à tout ça, en fait. Donc, ça a été un soutien quand même vachement important pour ça, tu vois. Je suis pas partie complètement à l'aventure où je devais trouver des personnes à payer pour faire ma plateforme, pour faire mon site web. Non, j'ai tout monté toute seule. Il m'a montré, il m'a dit voilà, System.io, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu te formes. Et donc tous les jours, je regardais, ah ouais, tiens, je peux tester ça. Et moi, en même temps, avec mon ex-métier, en fait, je testais beaucoup les nouveaux outils. Donc, si tu veux, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et donc, il a été un soutien pour ça. Il a été un soutien complètement moral. Il m'a toujours dit, si un jour ça fonctionne pas, t'inquiète pas. On va pas se mentir, financièrement, si ça n'allait pas, il était là, mais je voulais pas dépendre que de lui non plus, mais il était quand même là. C'est peut-être aussi plus facile de partir quand tu as un soutien aussi à côté de toi. Ouais. Toute seule, je sais pas si j'aurais osé. Déjà, je connaissais pas, donc je pense pas que je me serais lancée un jour. Mais je pense que j'aurais eu un peu peur financièrement. T'as 2 enfants, tu vois, t'as Oui. tout ce qui arrive, donc j'aurais peut-être eu un peu de mal à me lancer toute seule. Donc il a été un soutien pour ça. Après, il a fait en sorte d'être un soutien, mais très éloigné. De me laisser gérer tout toute seule. Pour me dire, voilà, si demain il y a un truc qui se passe, on ne sait jamais, au moins tu sais tout gérer toute seule. Donc il a été un soutien, il m'a formée, mais c'est pas lui qui fait, quoi, c'est moi. Et même des fois, c'est dur parce que je dis, tu peux me faire ça? Bah non, tu le fais toute seule, tu sais le faire. Merde. Ok, je vais le faire. Ouais. Et c'est toi qui gères ta compta aussi? Ouais, Tu fais tout toute seule? je fais tout. C'est épuisant. On en parlait tout à l'heure, le podcast, tu vois, j'ai voulu me lancer toute seule dans le montage. Je suis en train de me dire, au bout d'un moment, peut-être falloir que tu laisses les experts faire quand même, parce que Ouais, t'as du mal à il y a des choses déléguer. où... Ouais, j'ai pas mal de mal à déléguer. Ouais. En fait, je suis dans l'optimisation tout le temps. Ça coûte combien? Je peux le faire. Je suis pas payée pour ça. Je suis quelqu'un de très économe quand même. Je fais très attention à ma retraite, à tout ça. Quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas spécialement de retraite, donc il faut trouver un moyen, tu vois. Même si j'ai travaillé quand même une partie. Mais... Donc en fait, je fais très attention. Je donne pas... Voilà, si on me propose, Oriana, on te propose ça, c'est quoi? Ah, mais non, mais ça, je sais le faire. J'en ai pas besoin. Ouais. Le site web, j'ai eu plein d'offres pour les sites web. System.io, moi, me convient très bien. J'ai pas besoin de faire plus. Ça fonctionne comme ça. Pourquoi je changerais, tu vois? J'ai fait quand même appel à une coach business pour les conférences.
parce que j'ai un défaut, c'est que je donne beaucoup de réponses en live ou en conférence, mais en fait, du coup, je donne tout, quoi. C'est un peu bête. Ouais, donc C'est- ils je ont pas le suis- temps de limite, réfléchir. en fait, je fais limite du coaching en ligne, quoi. Donc, et gratuit. Donc, c'était un peu c'est quand t'es passionné, je pense que des fois, bah voilà, tu dépasses un peu la frontière. Et puis, savoir vendre des coachings et tout, c'est pas simple non plus. En fait, moi, j'étais pas vendeuse à la base, hein, tu vois. La force commerciale, je la connais pas. Moi, j'étais dans un service client, j'étais plutôt avec l'aide, tu vois, répondre aux demandes. Donc, il a fallu que je me forme un peu là-dessus. Donc, j'ai pris une coach business pour m'aider, qui est aussi une amie, pour le coup. Elle m'a complètement briefée, elle m'a tout refait faire. Et moi, en fait, il suffit que tu me le montres une fois. Après, je vais le faire. Et donc, voilà, je l'ai pris pendant 2 mois. On a bossé. Ok, maintenant, c'est bon, je fais tout toute seule, tu vois. Okay. Mais je dis pas peut-être plus tard que faudra que je fasse encore appel à quelqu'un, peut-être pour si je veux monter quelque chose d'autre ou je ne sais pas, tu vois. Mais j'ai tendance à tout faire toute seule, ouais. Je me dis pourquoi déléguer ça et donner, je sais pas, 400 balles alors que en fait j'ai juste à me former. En plus, il y a des tutos partout maintenant. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des tutos dans tous les sens, sur tous les sujets. Donc, Mais je fonctionne pareil avec mes enfants, hein. C'est-à-dire ? C'est que je leur demande à ce qu'ils apprennent tout seuls à faire les choses. Tu vois, mon fils, il a 17 ans. Et alors, c'est dur parce que moi, qui un ado de 17 ans qui suis sur les réseaux sociaux, va expliquer à un gamin de 17 ans qu'il ne pourra pas faire son travail sur les réseaux. C'est dur. Ouais. J'aimerais qu'il fasse des études, tu vois, qu'il est quand même... Et lui, bah, il est parti dans le truc. Mais non, mais regarde, sur les réseaux, je peux faire ça, je pourrais vendre un e-book pour faire ça. Il a fait du montage. Et j'ai envie de lui dire non, fais ton bac, passe ton bac, il passe son bac cette année, concentre-toi là-dessus, lâche les réseaux, lâche le montage vidéo, enfin c'est bon. Et en fait, je me rends compte qu'il aime ça. Donc je lui dis, écoute, on va faire un deal, qui n'est pas trop respecté en ce moment. C'est, t'as des bonnes notes à l'école, et je te laisse faire tes montages, tes trucs comme tu veux. Le seul truc que je te demande, c'est que tu mets pas ta tête sur les réseaux. C'est la seule chose que je te demande. Les jeunes, je veux pas qu'ils se montrent. Il m'a dit, ok. Bon, les notes suivent pas vraiment. Mais par contre, il est bon dans ce qu'il fait. Il a fait des montages, j'ai vu ses vidéos, il est pas mauvais, quoi. Il est passionné par... Il est pas mauvais, il a monté une boutique en ligne. Il a fait une formation tout seul, il a fait sa boutique en ligne, tu vois. Je dis, bah ça peut me servir. Ça, c'est cool. Tu vois, il apprend tout seul. Donc, par contre, je lui dis, voilà, par contre, je te donnerai rien sur un plateau. Si tu veux apprendre, tu payes la formation, tu te fais. Ouais. Bah, il a pris la formation, il l'a fait. Il m'a fait rire parce qu'il a suivi une formation. Et le soir, le week-end, il était 23h, je le vois remonter de son bureau où il suivait la formation. Il va dans la douche, il prend une douche, il redescend. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, dans formation, on nous dit qu'il faut aller prendre une douche froide. Donc, j'étais prendre une douche froide. Je dis, d'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, je leur montre qu'on n'a pas rien sans rien, mais qu'ils se bougent un peu aussi. Voilà, tu veux faire les choses, ok. Et en même temps, je peux pas lui dire, arrête d'aller sur les réseaux vu que j'y suis. Enfin, c'est très compliqué en tant que maman. C'est vicieux. C'est compliqué. Ouais. Mais il est très bon dans ce qu'il fait. Tu vois, le montage du podcast que j'ai pas terminé. Tu lui donner. Je lui ai demandé, mais il l'a fait. Il a fait 10 minutes. Je dis, reviens. Mais je pense que si je lui dis, allez, je te donne un petit billet derrière, peut-être que ça pourrait fonctionner. Je vais renégocier ce soir, on sait jamais. Mais donc oui, j'essaye de... Voilà. En fait, je pense que pour tout le monde, d'ailleurs, en fait, on peut tous réussir à faire les choses. Il faut bien se former, il faut se donner les moyens. Les réseaux, ça n'arrive pas tout seul, hein. C'était un long combat quand même. Moi, j'ai peut-être cette chance que ça a pris très rapidement. Mais je travaillais dans mon métier et tous les jours, le midi, le soir, à ma pause déj et tout, je faisais du contenu vidéo. Tous les jours, je postais. Et tu n'étais jamais fatiguée? T'avais pas... Si, mais je lâchais pas. J'aurais pu lâcher. Hein. Les moments, c'est chiant, les réseaux, hein, quand tu vois que ça monte pas. Puis je crois que tu as en plus un truc qui est hyper chiant, c'est que tu as tendance à trop regarder ton nombre d'abonnés au bout d'un moment. Tu sais, ça devient anxiogène, ce truc-là. Tu regardes tes vues, au bout d'un moment, tu dis, oh, prise de recul. Ouais. On arrête parce que là, ça devient du n'importe quoi. À un moment, j'ai été omnibulée. Tous les jours, je regardais. Oh, j'ai pris 3 abonnés. Oh, j'en ai perdu 2. Et mon mari me disait, ça va pas ou quoi? On va se calmer. Il me dit, calme-toi, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le problème des réseaux, c'est que ça, au bout d'un moment, je pense que tu es pris dans cette folie de visibilité et tout. Et j'y étais au bout d'un moment. Donc, il a fallu un moment que je me recentre en disant, là, tu pars pas bien. Et par contre, tous les jours, je postais. Tous les jours, je postais une vidéo. Dès que j'avais une idée, en fait, dans mon portable, dans Notes, je me mettais toutes les idées de vidéos. Donc, j'en avais 15 par jour. Dès que j'avais un truc, putain, faut que je parle de ça. Dès que quelqu'un me parlait d'un truc, attends, ça, faut que j'en parle.
Mais c'était du contenu non préparé, toi, tu te filmais comme ça. Alors, je le préparais un peu à l'écrit. C'est un petit peu, ouais. Au début, j'étais très carrée. Vu que j'avais pas l'habitude de parler, je me notais tout, en fait. Je notais, machin, et du coup, c'était de la poésie, en fait. Hein. Je l'apprenais, et je commençais. Si tu as, machin. Et dès que je bafouillais, je recommençais. Et voilà. Donc, je faisais comme ça. Et après, à force de parler, à force de faire des lives, en fait, tes réponses, elles viennent instinctivement. Tes mots viennent. Les problématiques sont plus souvent... Enfin, ouais, elles sont pratiquement tout le temps les mêmes. Donc, en fait, ça devient naturellement. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'écrivais plus. Je mettais juste, ce soir, je fais un contenu là-dessus. Je mettais la caméra, hop, je lançais, je coupais, parce que des fois, je bafoue, des fois, je me dis non, là, c'est pas bien ce que j'ai dit. Donc, je revenais sur ma phrase, mais je laissais, en fait, continuer ma vidéo. Puis après, je coupais. Et tous les jours, je faisais ça, tous les jours. De toute façon, encore maintenant, je poste tous les jours. Il n'y a pas de miracle, en fait. Hein. Si tu veux monter, que les gens te voient, tu testes tout. Alors, j'ai tout testé, on m'a tout dit. Les hashtags, pas hashtags, musique, pas musique, machin, zoom, pas zoom. J'ai tout testé. J'ai pas de recette magique, honnêtement. Ouais. Je pense que c'est vraiment toi et comment ça va fonctionner, en fait. Si tu vois qu'il y a un truc qui prend bien, continue peut-être avec ça, en fait. Ouais. Mais tu vois, des fois, je poste sans hashtag, des fois, je poste avec, des fois, je fais un truc drôle, des fois, je fais pas, des fois, je fais une story. C'est complètement aléatoire. Je me prends vraiment pas la tête avec ça. Par contre, tous les jours, je poste. Ouais. Ça, c'est la règle. C'est trop bien. Et donc, pour finir, après, sur l'entrepreneuriat, est-ce que des fois, tu as peur de l'avenir? Est-ce que tu te poses des questions sur la suite? Ouais. Ma retraite. Ouais, moi, je suis omnibulée par ma retraite. Mais il te reste quelques années quand même. Là. Attends. Oui, mais je cotise pas énormément. Ouais. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'à 40 ans. Je suis partie à 40 ans. Je sais pas si c'est la crise de la quarantaine ou pas, j'en sais rien. Mais je suis partie à 40 ans sur les réseaux sociaux. En plus, tout le monde m'avait dit que c'était une idée de malade. 40 ans sur les réseaux sociaux, t'es folle. Ah ouais? Ah oui, on m'a dit, tu vas faire quoi, influenceuse? Non. Ouais, ce mot, ouais. Mais parce que je pense que ma génération... Oui. Et encore, ça commence à changer maintenant. Mais il y a 3 ans, c'était pas bien... Alors, mes parents, je leur ai dit, je vais être sur les réseaux, sur les quoi? Ah ouais. Tu vas faire quoi? Mes parents, ils ont mis du temps à comprendre ce que je faisais. Aujourd'hui, mes parents, c'est mes premiers supporters. Ils sont tous les jours à liker. Ma mère, elle m'écrit « Oh, t'aurais dû dire ça comme ça. » Ah, c'est trop marrant. Et du coup, ouais, non, j'ai eu peur. En fait, des fois, ouais, j'ai des crises de panique en me disant qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? Parce que on sait que c'est compliqué aujourd'hui. Il faut que tu aies des rentes de côté. Il faut que tu aies des trucs, en fait. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu gagnes du chiffre. Ça peut monter très vite. Il y en a, on le voit sur les réseaux, ça monte très, très vite. OK, mais ça peut vite redescendre. Donc, qu'est-ce que tu fais de cet argent-là, tu vois? Qu'est-ce que tu investis? Moi, si je gagne de l'argent, c'est pas pour les dépenser à Bora Bora, machin et tout. C'est en fait investissement derrière. Parce qu'il faut que je sécurise plus tard. Ouais, donc tu fais faire de l'investissement. Je fais, ouais. Voilà, c'est pour ça que je fais pas grand-chose. Je me déplace pas énormément. Je fais pas... Voilà, chez moi, j'ai pas des lumières, des machins, des gros micros partout. Je prends ce qui me suffit. C'est pour ça que peut-être je travaille pas avec plein de monteurs vidéo et tout ça, parce que je me dis non, autant économiser vu que ça fonctionne comme ça. Pourquoi je vais maintenant faire ça, tu vois? Qu'est-ce que ça va me faire gagner vraiment de plus? Tu vois, j'ai toujours cette petite crainte, donc je fais toujours très attention en fait en ce que je gagne, ce qui va partir aussi à l'État, et ce que je peux investir à côté. Donc je suis dans une grosse réflexion de me dire qu'est-ce que tu dois faire comme investissement pour te sécuriser plus tard? Parce que les réseaux, je sais pas si à 60 ans j'y serai encore, quoi. Tu vois? Ouais. Faut réfléchir à tout ça. Est-ce que les réseaux sociaux vont encore fonctionner dans 4 ans? Je pense que oui. Mais il y a encore plein de nouveautés, donc il faut se renouveler à chaque fois. Est-ce que je suis prête, moi, à me renouveler dans 4 ans sur un truc où je serais peut-être larguée, tu vois? Il y a tout ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette formation de coach RNCP reconnue par l'État pour travailler aussi avec les entreprises. Pourquoi pas, là, je suis en train de me dire pourquoi pas travailler avec France Travail, proposer du coaching pour les personnes qui souhaitent se reconvertir, qui ont perdu confiance en eux, un syndrome d'imposteur, tu vois, les choses comme ça, pour avoir des sécurités quand même derrière, si jamais les réseaux, ça s'arrête. Enfin, je suis toujours en fait dans cette réflexion de plus tard. Si tout s'écroule, demain, ton compte, il se fait ban, tu fais quoi? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai un deuxième compte de secours. Ah ouais? Ouais, j'ai un deuxième compte. Je l'ai fait en juin. Je me suis dit, je vais en faire un deuxième parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Tu vois, un exemple typique, au mois de mars, j'ai eu un problème sur Insta que j'ai toujours. On est en train de trouver des solutions avec Meta. Mais en fait, avant, quand je faisais des lives, j'avais toujours plus de 100 personnes. Et moi, je convertissais beaucoup en live
parce que les gens, je pense, me voient, me font confiance. Donc, et du jour au lendemain, j'avais 5 personnes. Je comprenais pas ce qui se passait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne reçoit mes notifications de live. Mais plus personne. On a fait des tests, j'ai fait des réclamations à Meta et tout. Ils trouvent pas, ils m'ont demandé de filmer. Au bout d'un moment, j'ai abandonné. Je dis, c'est bon, enfin, j'en ai marre de faire 4 lives avec 5 personnes. Je perds mon temps, en fait, parce que là, même les gens, ils me disent, t'es plus en live. Bah si, mais vous recevez pas mes notifs. Ah ouais, tu devais angoisser. Bah, tu vois, un truc comme ça, tu dis, c'est chiant, quoi. Ouais. Donc, c'est là où j'ai mis les conférences en ligne. Alors, j'ai TikTok aussi derrière. J'ai une grosse communauté aussi sur TikTok qui me suit, donc c'est bien aussi. Donc, je continue les lives sur TikTok. Et là, on a trouvé une solution avec Meta, peut-être, où là, ça va être bon, ça va revenir. Mais tu vois, tu te dis, si demain, tu as des trucs comme ça et que tu as fait tout ton business là-dessus, comment tu fais, quoi? T'as pas de solution de secours, en fait. Et je me suis dit, si demain, imaginons, TikTok, ça a arrêté aux États-Unis. Bon, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Mais, heureusement, mais imaginons que ça se passe comme ça en France. T'as plus TikTok. Ok, imaginons Insta, ton compte, il saute. Tu te fais ban pour un truc. J'ai vu plein de monde se faire bloquer leur compte pour des choses et tout, et pas les retrouver. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est clair. Combien de temps je vais mettre à remonter une communauté? Parce que ta communauté, elle s'est pas fait en un jour, quoi. Tu vois, donc c'est toujours, en fait, ces angoisses, en fait, c'est pour mon avenir et aussi si demain tout s'arrête. C'est qu'est-ce que j'ai comme plan B? Alors, j'en ai un. C'est peut-être même le plan C. Je repars sur le monde du salariat. Je repars en tant que cadre, je retrouve un poste, mais j'ai pas envie. Ouais, c'est bon, t'as goûté l'entrepreneuriat, tu veux plus revenir. Envie. Mais si vraiment c'était nécessaire demain, je le ferai, sans hésitation. Et puis n'importe quel métier. Pour te dire, si ça ne fonctionne pas, s'il me faut un métier dans l'urgence, je prends. Je pense pas que j'arrêterai les réseaux. Peut-être que je continuerai un peu à côté, mais si vraiment demain j'étais dans une grosse merde, en fait, je pense que voilà, j'oserais pas le faire. Enfin, j'oserais le faire, je veux dire, pardon. Mais tu vois, ces angoisses, c'est plutôt ça, en fait. C'est te dire, les réseaux, c'est bien quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne plus, t'as raison d'être prévoyante. Après, pour l'instant, ça fonctionne et j'espère que ça va perdurer. Oui. Mais oui, je pense qu'il faut quand même être prévoyant parce que, bon, après, moi, je suis un peu plus jeune, mais c'est vrai que ça peut faire peur pour la suite, ouais. Ça, je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Oriana, pour cet épisode. C'était vraiment très sympa. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné pour une évolution pro ou un changement de carrière, vous pouvez nous contacter. Toutes les infos sont en description. À très vite pour un prochain épisode.